Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Les autorités nigériennes enquêtent de financement pour réaliser le gazoduc Nigeria-Maroc. D'un coût estimé à 25 milliards de dollars, ce projet est toujours à l'étude. Son enjeu, acheminer le gaz nigérian vers l'Afrique du Nord et l'Europe. L'inauguration d'un centre de santé au Soudan, situé dans le village d'Abouga ou dans la région du Darfour. Cet établissement est le fruit de discussions menées entre la communauté locale et l'Organisation mondiale de la santé notamment. Et puis le portrait d'une jeune Kenyane passionnée de roller. À 18 ans, Shumbana Likiza participe à de nombreuses compétitions et rêve de briller sur la scène internationale. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, sans la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, le risque d'écroulement du pays serait énorme. Ce sont les mots du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, lors d'une interview diffusée cette semaine. Le patron de l'ONU abordait le possible renouvellement du mandat de la MINUSMA, qui doit prochainement être étudié par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Pour lutter plus efficacement contre le terrorisme, le diplomate a aussi plaidé pour la mise en place d'une force africaine avec, je cite, un mandat du Conseil de sécurité sous chapitre 7 et avec un financement obligatoire. Dans l'actualité également, les propos critiques de Wakit Tama contre les autorités de transition au Tchad. Lors d'une conférence de presse organisée ce 6 mai, le porte-parole de la coalition a dénoncé l'échec du gouvernement relatif à l'organisation du dialogue national inclusif. Alors que ce dialogue devait démarrer le 10 mai prochain, il a finalement été reporté à la demande du Qatar. Sur les réseaux sociaux, le ministre des Affaires étrangères, Chérif Mahamad Zen, explique que ce report a été demandé pour que les négociations en cours à Doha puissent aboutir à un accord. C'était en décembre 2016, lors de sa visite à Abuja, le roi du Maroc, Mohamed VI, et le président nigérian Muhammadu Buhari avaient donné le coup d'envoi d'un projet d'envergure, le gazoduc Nigeria-Maroc, dont le coût total est estimé à 25 milliards de dollars. Alors que l'étude de faisabilité du projet est toujours en cours, les autorités nigérianes sont en quête de financement. Marie-Raphaël Ntolo. Le plus long gazoduc offshore du monde reliant le Maroc au Nigeria devrait pouvoir faciliter le transport du gaz entre ces puissances énergétiques. Une fois achevé, le gazoduc va longer la façade atlantique ouest africaine sur environ 5,700 km. Son coût de réalisation est estimé à environ 25 milliards de dollars. Son opérationnalisation va favoriser l'émergence de pôles industriels et encourager le développement de filières industrielles sur le continent selon les autorités des deux pays. Le gazoduc est en fait la voie d'acheminement d'une ressource minérale gazeuse du point de production vers le point de destination, c'est-à-dire le pays acheteur. Donc en l'espèce, le pays qui produit le gaz, c'est le Nigeria, et le pays qui l'achète, c'est le Maroc. Donc ça revient à dire que si ce projet est mis en œuvre, à mon sens, ça va être comme un projet panafricain. S'agissant du niveau de réalisation de ce projet, les autorités marocaines et nigérianes précisent qu'il est actuellement au stade d'études et de recherche de partenaires financiers. Plusieurs entités, notamment l'Organisation des pays exportateurs de pétrole ou encore la Russie, manifestent un vif intérêt pour ce projet gazoduc. Cependant, aucun accord défini n'a encore été signé. Cette infrastructure de transport du gaz de pétrole liquéfié ou du gaz naturel qui va transiter par ces 9 pays-là, ça sera un avantage pour chacun de ces pays parce que chacun va prélever un quantum de financement ou à tout le moins un quantum de revenus. Parce que le gaz, il est liquide, mais à la fin, ça devient de l'argent. Donc cet argent sera en partie partagé entre le pays producteur qui est le Nigeria, le pays acheteur qui est le Maroc et chacun des 9 pays traversés par cette infrastructure. Rappelons que le méga-projet de gazoduc Maroc-Nigeria est le fruit d'une coopération entre l'Office national des hydrocarbures et des mines du Maroc et la compagnie pétrolière nationale nigérienne, signée en juin 2018. Outre le Maroc et le Nigeria, le plus long gazoduc offshore du monde va traverser les côtes de 11 pays du continent.
Au Soudan, le village d'Abougaou, dans la région du Darfour, dispose désormais d'un centre de santé, un établissement qui suscite à la fois joie et soulagement pour la communauté locale, dans la mesure où leur ancien centre avait été détruit en 2004. Ce type d'incident étant récurrent, les villageois et l'Organisation mondiale de la santé ont travaillé d'arrache-pied pour mener à bien ce projet, un sujet de la rédaction. La joie se lit sur leur visage. Au Soudan, ses habitants sont venus célébrer l'inauguration d'un centre de santé situé dans le village d'Abougaou, au nord du Darfour. Cette structure est le fruit d'un partenariat entre la communauté locale, l'ONG Action humanitaire africaine ou encore l'Organisation mondiale de la santé. Un véritable soulagement pour ces familles qui n'auront plus à parcourir de longues distances pour se faire soigner. Ici, les gens ont réellement la sensation d'être pris en charge. Ils bénéficient de services adéquats et l'endroit est confortable. Ils peuvent aussi prendre des médicaments. Conséquence du conflit au Darfour, l'ancien centre de santé avait été détruit en 2004. Une situation qui est assez courante dans ce pays d'Afrique de l'Est. D'après les Nations Unies, 26 attaques perpétrées contre des centres de santé ont été enregistrées au cours de l'année 2021. Des incidents qui avaient vivement alerté l'OMS compte tenu du contexte de crise sanitaire. La construction du centre d'Abougaou était donc une priorité pour l'agence onusienne. Les dialogues communautaires entamés il y a presque 2 ans dans l'état du Darfour nous ont permis de mener à bien ce projet. Lorsque la communauté est informée et prend une décision précise sur le type de service de santé dont elle a besoin, elle n'en est pas simplement bénéficiaire, elle fait aussi partie de la planification et de la conception. Ce projet voit le jour à l'heure où les violences persistent au Darfour. À la fin avril, plus de 200 personnes ont perdu la vie dans des heurts qui ont débuté dans la ville de Krink. Nous partons à présent au Tchad à la rencontre de Bébé Ozias, cordonnier de métier. Le jeune entrepreneur entend promouvoir le Made in Tchad avec sa start-up Baladi Chaussures, une entreprise prometteuse qui emploie déjà une dizaine de jeunes salariés. Notre correspondant Mahamat Ramadan est allé à sa rencontre. Au Tchad, le jeune entrepreneur Bébé Ozias transforme sa passion pour la cordonnerie en une start-up prometteuse. En exploitant son talent pour ce métier, il crée sa start-up dénommée Baladi Chaussures pour promouvoir des chaussures qu'il fabrique localement dans son atelier. Si le jeune fabrique les prêt-à-porter destinés à la commercialisation, la particularité de sa start-up est d'offrir à ses clients des chaussures sur mesure et adaptées au climat. Ici, nous faisons du sur-mesure. Vous savez, il y a des personnes qui ont des pieds un peu plus ou moins complexes, des pieds qui n'ont pas de pointure standard. Et nous résolvons ce type de problème. On fabrique du sur-mesure et deuxièmement, Baladi Chaussures fait dans la rénovation des chaussures pour tout type de chaussures gâtées. Nous sommes la solution. Bien que diplômé en système industriel, Bébé Ozias a préféré entreprendre dans le secteur de la manufacture des chaussures, malgré la réticence de ses proches qui estiment que le métier de la cordonnerie n'a pas d'avenir. Aujourd'hui, sa start-up commence à s'imposer progressivement aux côtés des grandes marques sur les marchés et emploie directement et indirectement une dizaine de jeunes. Son rêve est de participer à l'industrialisation de ce secteur au Tchad. Nous voulons une industrie des chaussures made in Tchad. Parce que nous avons le monopole de la matière première. La matière fondamentale pour la chaussure, c'est les cuirs. Les cuirs que nous utilisons sont des cuirs qui sont à grande majorité d'origine tchadienne. Donc, pourquoi vendre les matières premières alors que nous avons les compétences pour les transformer et nous pouvons beaucoup plus gagner si on vendait plutôt les produits finis. Dans un atelier de 6 mètres carrés, le jeune entrepreneur et ses employés travaillent dur chaque jour pour honorer les commandes des clients. Il espère moderniser son atelier et passer à la production industrielle pour satisfaire les demandes nationales et conquérir les marchés de la sous-région. C'est un événement culturel phare qui attire chaque année plus d'1 million de personnes. En Côte d'Ivoire, la ville de Bonoua a organisé la 41e édition du Popo Carnaval. Un rendez-vous haut en couleurs, marqué notamment par des danses, mais aussi par des célébrations traditionnelles. Les détails avec Corinne Kamdem.
Si le Brésil a le carnaval de Rio, la Côte d'Ivoire a le Popo Carnaval à Bonoa. La ville du sud du pays, située à une 60aine de kilomètres de la capitale économique Abidjan, est restée fidèle à sa tradition. Depuis plusieurs années, le Popo Carnaval, une fête foraine qui prend sa source dans la culture abourée, est célébrée à Bonoa. La 41e édition s'est clôturée le 1er mai par un défilé de marionnettes et de carnavaliers déguisés. C'est d'abord la fête culturelle qui permet de valoriser nos faits culturels, notre culture en général. C'est une période, on va dire, d'évaluation, mais de voir si nous n'avons rien perdu de ce que nos parents nous ont laissé. Les Abourés sont l'un des nombreux groupes ethniques que compte la Côte d'Ivoire. Certains ont encore des rois et des reines qui jouent un rôle traditionnel dans leur communauté. Le roi Abouré agit en tant que chef de 7 villages. Vêtu d'une couronne en or et d'une longue robe à motifs, le roi participe au défilé du carnaval de Popo, festival culturel qui, selon les organisateurs, attire plus d'1 million de personnes chaque année. C'est notre rêve qu'un jour, nos enfants et nos petits-enfants, n'est-ce pas, puissent transformer ce carnaval, n'est-ce pas, au carnaval du Rio de Janeiro. L'événement séduit également des visiteurs d'Europe et des États-Unis et les habitants espèrent qu'il prendra encore plus d'ampleur dans les années à venir. Elle pourrait bien être la nouvelle étoile montante du roller. Au Kenya, Shumbana Likiza enchaîne les compétitions. À 18 ans, celle qu'on surnomme Shumbe rêve de représenter son pays lors de compétitions internationales. Son portrait avec Océane Kwasi. Korogosho, l'un des plus grands quartiers de bidonville de Nairobi. C'est dans ces rues que Shumbana Likiza, surnommée Shumbe, s'entraîne aux côtés de sa coéquipière. Depuis l'âge de 3 ans, elle pratique cette discipline de façon amateur. Aujourd'hui, la jeune championne fait partie des sportives les plus rapides du pays dans la catégorie junior, un titre qui l'aide à subvenir aux besoins de sa famille. La plupart des prix que j'ai gagnés sont allés directement à ma famille. S'il n'y a rien à manger à la maison, alors on va utiliser l'argent. Je ne dépense pas beaucoup pour moi, j'utilise plus de la moitié pour aider ma mère. Au Kenya, le roller peine à s'imposer comme un sport populaire malgré qu'il gagne progressivement en popularité dans le monde. Une discipline marginalisée où les Kenyans sont encore peu représentés et qui malgré elle rivalise face au sport phare du pays, le football et le cricket. Malgré ces obstacles, les signes montrant une évolution des mentalités sont plus qu'évidents pour certains. Le monde du roller a évolué au Kenya. Il n'y a plus cette croyance que c'est un sport réservé aux riches. Nous sommes ici pour prouver que c'est un sport pour tous les âges, ethnies, classes sociales et religions. Nous pratiquons souvent le roller dans les écoles, mais nous avons aussi des communautés qui pratiquent le roller comme sport principal. Le roller est marqué par un manque de représentation nationale, mais aussi au niveau international. Les jeunes sportifs comme Shumbana ont pour inspiration Sabrina Simadé, première Kenyane à avoir représenté son pays lors des Jeux Olympiques d'hiver de 2018 en Corée du Sud, dans la catégorie ski, une discipline se rapprochant le plus du roller. Considérée comme un espoir pour sa famille, Shumbana Likiza a pour ambition de poursuivre sa passion et de devenir une sportive professionnelle internationale. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.